Bon, tout d'abord, il y a des gens parmi vous qui me connaissent et d'autres qui ne me connaissent pas. Donc effectivement, j'ai découvert la plongée et la photo sous-marine en arrivant en Calédonie il y a quelques années. Donc en quelques mots, je fais de la photo depuis 4 ou 5 ans. Je suis actuellement président de la commission photo et vidéo de la Fédération de plongée en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai participé à quelques concours, dont le Festival d'Images Sous-Marines que j'ai remporté l'an dernier en grand angle, ce qui m'a permis de partir pour les affaires maritimes à Entrecasteaux faire des photos. Et c'est à cette occasion-là que j'ai décidé de me lancer au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, en fait. Voilà. Donc, excusez-moi. Voilà, en fait, j'ai un peu travaillé et essayé de structurer ma présentation. Je vais parler d'abord des particularités de la photo sous-marine, parce que c'est pas tout à fait la même chose que sur Terre. Il y a beaucoup de contraintes en plus. Et pour ceux qui ne pratiquent pas, ça m'intéressait de partager ça avec vous. Après, je vais rentrer un peu plus dans les détails techniques. Alors, désolé pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose, mais je vais essayer de rendre ça un peu accessible. J'espère que personne ne s'endormira. Et la partie la plus intéressante, à la fin, ça sera de vous présenter quelques photos, dont certaines qui sont exposées, et vous présenter le contexte dans lequel elles ont été prises, ce qu'il y avait avant, après, et vous allez pouvoir voir un peu le traitement qui a été fait sur chaque photo. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Donc pour commencer, la photo sous-marine, c'est sympa, mais il y a quand même quelque chose à maîtriser avant, c'est la plongée. Donc la plongée, pourquoi il faut vraiment la maîtriser? On ne peut pas passer un niveau 1 et dire en quelques plongées, je vais faire de la photo sous-marine. On peut l'imaginer, mais ça présente des dangers pour le plongeur, parce que quand on est focalisé sur l'appareil photo, on ne respecte pas les paramètres de plongée. On le voit avec certains niveaux 1 qui se baladent avec les petites caméras, là, vous savez quelle marque je parle. Dès qu'ils l'ont dans les mains, il y a une Raymanta qui passe. Si la Raymanta descend à 40 mètres, ils suivent à 40 mètres, quoi. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a aussi la protection en fait, de l'environnement, parce que quand on voit une jolie petite bestiole qu'on veut prendre en photo dans le corail, l'important, c'est pas de détruire les 2 mètres carrés de coraux qu'il y a juste à côté, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. La nature est belle, le milieu sous-marin est beau. L'important, c'est aussi de le conserver, quoi. Faire des photos pour les mettre en valeur et montrer aux copains, c'est sympa. Mais il faut également penser à le protéger et pas l'abîmer, quoi. Et puis, dernière chose, en plongeant, en accumulant les nombreuses plongées, on prend connaissance du fonctionnement du milieu sous-marin. Vous avez là-bas des photos de baleines qui ont été prises. C'est des baleines qui étaient au repos. Une baleine au repos, elle remonte à la surface tous les quarts d'heure, en gros. Elle redescend, elle prend une inspiration, elle redescend. Donc c'est comment analyser son comportement, à quel moment aller se placer et où. Voilà, c'est ce genre de choses-là que la maîtrise de la plongée permet de faire et qu'il est important de maîtriser. D'un autre côté, on fait de la plongée dans l'eau, forcément. Par rapport à la photographie terrestre, ça nous met pas mal de contraintes supplémentaires, puisque on est dans un élément qui n'est pas le nôtre, donc on a des conditions changeantes. Hein, ça peut être, on se met à l'eau, il n'y a pas de courant, puis le courant se lève en cours de plongée, et voilà, faut prendre tout ça en compte, il ne faut pas se mettre en danger, bien penser à vraiment la sécurité avant tout. On a le temps qui est disponible, hein, une bouteille de plongée, si vous descendez à 20 mètres, en gros, c'est plongée de 1 heure. Donc on ne peut pas arriver, caler le trépied, attendre que les petits poissons passent ou les autres animaux passent. La difficulté de se mouvoir, parce que un requin qui passe et qui met un coup de nageoire, en 5 minutes, il nous a mis 40 mètres dans la vue, quoi. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il y a à prendre en compte. Et le plus important, au niveau de la photo, puisque nous, ce qui nous intéresse pour la photo, c'est quand même la lumière, c'est les particules qui vont dégrader la visibilité, qui vont dégrader le bleu des photos, éventuellement, et puis la quantité d'eau, la colonne d'eau entre nous, le sujet, la surface et la profondeur à laquelle on est,
qui, là, va absorber les couleurs, va diminuer la quantité de lumière disponible. Donc, voilà. Ça, c'est des paramètres très importants. On rentre un peu dans la technique, mais plutôt version assez détendue, on va dire. L'exposition, parce que quand on parle de photo, on parle souvent d'exposition. Donc l'exposition, c'est la quantité de lumière que le capteur va pouvoir recevoir au moment où on fait la photo. Donc comme vous pouvez le voir, je vais jouer un peu avec ça. Ici, on a une photo qui est exposée correctement. Alors quand je parle de correctement, tout ce que je vais dire par rapport à une photo, ça ne concerne que mon point de vue à moi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui va être exposé correctement, ce ne sera pas forcément la même chose pour quelqu'un d'autre. On n'a pas la même sensibilité aux couleurs, on n'a pas la même sensibilité à la lumière. Voilà. Là, j'ai essayé de caricaturer, en fait, si vous voulez, ce qui est une photo sous-exposée. Bon, là, clairement, on le voit, hein, manque cruel de lumière, elle est quasiment toute noire. Une photo surexposée, ici, toute blanche, avec des zones blanches cramées, où on n'aura pas d'informations. Donc voilà, mais après, moi, celle qui me plaît, et mon réglage, et ma photo à moi, elle est comme ça. Peut-être que la vôtre, elle tirerait un peu plus vers celle-là, ou un peu plus vers celle-là. C'est vraiment la sensibilité. La photo, c'est la sensibilité aussi du photographe, qui capture l'instant, en fait. Quand on parle d'exposition, donc de lumière, je suis désolé, hein, il y a pas mal de choses qui peuvent être un peu techniques, mais ce schéma-là est pour vous montrer qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le triangle d'exposition, c'est qu'il y a 3 paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer pour avoir plus ou moins de lumière. Donc ces paramètres, c'est l'ouverture de l'objectif, c'est la sensibilité, c'est la vitesse. 3 listés là. En jouant sur ces 3 paramètres-là, on va réussir à avoir l'exposition qu'on souhaite. Et si jamais on s'amuse à faire varier, par exemple l'ouverture, on va devoir compenser ça par un des 2 autres paramètres. Les 3 marchent vraiment ensemble pour avoir la lumière que l'on souhaite sur l'exposition de nos photos. Avec en plus un impact sur le rendu final de la photo. Et là, le petit schéma arrive. Si on ouvre pour avoir plus de lumière et faire rentrer plus de lumière sur notre capteur, on va avoir une profondeur de champ moins importante. Donc, ce qu'on appelle la profondeur de champ, en fait, c'est la zone de netteté de la photo. Donc, ça peut être très intéressant, par exemple, si vous faites une photo de portrait d'un ami ou comme ça, d'avoir le visage très net et l'arrière-plan flou. Par contre, si vous faites du paysage, ça a un peu moins de sens, quoi. Après, on peut faire jouer la vitesse. Et là, pareil, il y a un requin qui passe en nageant. Si vous avez un temps de pause d'1 seconde, en exagérant un peu, vous allez voir une photo complètement floue. Donc, à chaque fois, si vous voulez, c'est une histoire de compromis entre ces 3 paramètres-là, sachant que le dernier, c'est la sensibilité. Moi, je travaille toujours avec une sensibilité de 200 ISO sous l'eau, parce que c'est, en mon sens, un bon compromis. Les ISO, ça va faire que la photo elle va être propre ou pas propre. Il va y avoir du bruit. Ce qu'on appelle du bruit, c'est les petits points blancs que vous allez avoir dans les zones un peu sombres, qui vont donner un aspect un peu disgracieux à la photo. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 paramètres sur lesquels on joue et le compromis qu'on veut trouver en fonction de ce qu'on veut faire comme photo. La lumière, donc, qui est toujours notre problème. En photo sous-marine, quand on est à 20 mètres, c'est un peu faire une photo quand il y a du soleil à 20 mètres, c'est un peu comme si vous faisiez une photo après le coucher de soleil, quoi. Parce que y a plusieurs paramètres qui font que la lumière arrivée au fond, elle est bien atténuée par rapport à la lumière disponible en surface. Si le soleil n'est pas pile poil à midi, il y a une partie de la lumière qui est reflétée comme sur un miroir et qui ne rentre pas dans l'eau. Il y a une partie de la lumière qui est diffusée par les particules, et il y a une partie de la lumière qui est absorbée par l'eau. Donc, pour vous donner un exemple sur l'absorption, je vous ai fait 2 photos. Donc celle-ci, là, je suis à peu près 18 mètres en fait, de profondeur. Donc ça, c'est ce qu'on a quand on prend la photo sans lumière additionnelle. Bon, j'ai un peu triché, hein. Ici, il y a un petit morceau de lumière de flash qui a été pris en compte. Mais voilà, on a une photo qui est très sombre, qui est très terne, qui est comme si elle avait été prise avec un voile bleu. Et j'ai fait au même endroit, je suis descendu un peu plus bas, et avec les flashs, on a cette lumière-là. Cette couleur-là, c'est la couleur naturelle, en fait, si vous voulez, du corail qui est présent, etc. Donc, on voit que il y a quand même une grosse différence, et l'absorption de l'eau
la lumière par l'eau, c'est un paramètre très important et à prendre en compte. Après, on peut faire du noir et blanc, mais quoique là, c'est un peu sombre quand même pour ça. Du coup, comme on l'a vu sur la deuxième photo, on utilise les flashs pour compenser en fait l'absorption de lumière. Les flashs, leur gros avantage, c'est ça, c'est que vous allez être à 60 mètres, vous mettez un coup de flash, si vous êtes assez proche, votre gorgone, elle n'est pas noire, elle est rouge ou elle est pourpre, elle a la vraie couleur. Donc, en composant avec ça, on va pouvoir jouer avec des lumières qui viennent de surface et des lumières complémentaires. L'intérêt du flash, donc, il est là, il est aussi créatif. Quand vous voyez la photo que vous avez juste là, que j'ai appelée le crooner, c'est une photo qui a été prise avec un flash derrière le sujet, donc qui a rétro-éclairé le sujet. C'est aussi ça la photo, c'est jouer avec la lumière, essayer de faire, sur certaines structures, faire ressortir et mettre en valeur des structures en déplaçant les lumières. C'est une lumière maîtrisée, en fait, le flash. Par contre, l'inconvénient, quand on est dans de l'eau, on revient aux particules de tout à l'heure, c'est que si on a les flashs qui sont trop proches, au lieu d'être ici, s'ils étaient plutôt dans cette zone-là, toutes les particules qui sont ici seraient éclairées et on aurait une photo complètement mouchetée. Et vous allez voir que ça arrive à tout le monde d'en faire des comme ça. Voilà, ça c'est une photo que j'ai fait pendant l'expédition Entrecasteaux d'un accouplement de tortues. Voilà, des particules, il y en a partout. J'ai le soleil qui arrive de face ici, donc on voit le reflet de mon dôme sur l'image. Voilà, c'est un moment unique, assez compliqué à prendre, et je me suis trouvé dans les réglages. Du coup, ma punition, là j'en suis à 10 heures de travail, elle en est là. Donc j'ai nettoyé cette partie-là. Il me reste tout le bas encore à nettoyer. Je l'aurai un jour, mais voilà. Pour une fraction de seconde, de ne pas avoir bien placé les flashs, je me retrouve avec 20 heures de travail de nettoyage de photos, quoi. Donc, voilà. Chose plus sympa, les différents types de photos. Donc, moi, je les ai classés en deux types. Photo d'ambiance, prise au grand angle. Photo macro. Donc, photo grand angle, ça va être la photo de paysage. La photo vraiment d'ambiance également, la photo de grandes espèces, les requins. Là, vous avez la photo d'un requin-baleine que j'ai eu la chance de voir au mois de février, passe de Whitaway. Là, c'est un type de photo où, comme en paysage terrestre, en fait, on veut une grande profondeur de champ, il faut que toute la photo soit nette, et il faut que l'angle de prise de vue soit le plus grand possible. Donc on utilise des objectifs grand angle, des objectifs qu'on appelle fisheye. C'est d'ailleurs ce qui a été utilisé sur cette photo-ci. Donc on voit, l'œil averti le voit peut-être un peu moins, mais la patate de corail ici, elle est un peu déformée, comme si elle venait vers nous. Et ici, sur les bords ici, ça donne une sensation en fait de fuite. Donc c'est un objectif bien particulier qui marche de temps en temps sur certains types de photos. Ça marche bien de les utiliser. Il ne faut pas l'utiliser. Voilà, si clairement j'ai une tortue qui vient mettre son nez sur le dôme et que j'ai un objectif fisheye, vous allez voir le nez de la tortue et vous n'allez rien voir d'autre, quoi. Parce qu'il va être tellement mis en avant par rapport au reste de la photo que ça ne marchera pas vraiment, quoi. Photo macro. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, cette espèce-là, elle fait à peu près 6 mm de longueur. Celui-là, un petit poisson pêcheur dans le sable. Je ne saurais pas vous dire, hein, puisqu'il y en a de toutes les tailles, mais bon, vu la taille des grains de sable sur la photo, il ne doit pas être très grand. Donc c'est des photos en macro, c'est de la photo d'espèces, essentiellement, petite espèce. On peut l'utiliser pour faire de la photo de détail, des photos d'écailles de poissons, des fois, qui sont intéressantes, des photos de gorgones, comme ça, qui peuvent être aussi très graphiques. Souvent, on utilise des lentilles complémentaires pour nous permettre justement d'aller dans des rapports de grossissement plus importants. Donc le rapport de grossissement en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Ici, vous voyez, rapport 1/1. Ça veut dire que moi, je suis sur un capteur plein format, donc mon capteur fait 3,6 cm de long. Donc ça veut dire que si je suis dans un rapport de 1/1, de là à là,
tout ce que vous voyez, ça doit faire 3,6 cm maximum. Donc là, on est au-delà de ce rapport-là, parce que quand je vous ai dit la taille de la bébête, là, je pense qu'on doit être sur un grossissement qui doublait. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Et grosse difficulté aussi sur ce genre de photos-là, c'est de les trouver, les petites bestioles. Donc il y a certains clubs où ils sont plutôt forts. Je sais que sur l'île des Pins, ils ont beaucoup de photos de bestioles en macro. Et il y a quelques moniteurs qui sont vraiment très très forts pour les dégoter. C'est vraiment un plaisir. Et c'est là encore un autre monde qui s'offre à nous, quoi. On continue avec un peu de technique encore. Je suis désolé. Quand on parle de prise de vue, tout à l'heure je vous ai dit, tout ce que je vous dis, c'est propre à moi, à ma vision de la photo. Et là, on y vient, parce que souvent, on me dit, ouais, la photo, celle-là, elle est bien, parce qu'elle est bien cadrée, elle est bien ceci, elle est bien cela. C'est pas forcément vrai, parce que ça dépend de ce qu'on va faire de notre photo. Quelqu'un qui veut faire une photo d'identification d'espèce, il y en a dans la salle, va prendre une photo d'une espèce vue d'en haut, pour moi, qui ne fait pas d'identification, ça n'a pas de sens. Je cherche à faire une photo qui est plutôt artistique, qui est plutôt jolie. Je ne fais pas une photo vue d'en haut. Pas d'intérêt. Par contre, quelqu'un qui fait de la photo d'identification d'espèce, ben elle, oui, parce qu'elle voit l'espèce dans son ensemble. On prend les nudibranches, donc les petites limaces de mer, par exemple. Ben, si vous la prenez d'en haut, vous voyez l'ensemble de sa robe. Donc vous allez pouvoir la comparer à d'autres espèces qui s'en rapprochent. Moi, j'ai cherché à la prendre plutôt de face, de trois quarts. Ben, le petit jaune et bleu qu'on a vu tout à l'heure est pris de face, quoi. Et, par contre, je peux passer à côté de détails pour le différencier d'une autre espèce. Donc voilà, c'est vraiment, il faut savoir à quoi est destinée la photo pour savoir quel est le bon cadrage, quel est le bon angle de prise de vue. Donc les angles de prise de vue qui peuvent être intéressants, c'est la contre-plongée. Je parle sur ma partie à moi artistique, ça va être la contre-plongée, le profil d'une espèce de trois quarts. Après, il y a quand même, malgré tout, à mon sens, des photos qui marchent très rarement. C'est une espèce où on la voit de derrière, quoi. Je ne sais pas, quand vous partez en vacances avec vos amis, vous ne savez pas forcément prendre les gens de dos. Ça marche si vous voulez montrer un mouvement, mais c'est tout, quoi. Ça ne va pas marcher pour montrer l'espèce, quoi. Donc voilà. L'arrière-plan, qui est souvent négligé. Je vais vous montrer après un exemple de 3 photos qui ont été prises. C'est le même animal, et c'est pas le même rendu. Et au final, après, il y a les règles de base, entre guillemets, de la photo de cadrage, quoi. Donc voilà l'importance de l'arrière-plan. Première photo, je suis arrivé, je voulais voir à quoi ressemblait ce que j'allais prendre en photo, puisqu'on est dans de la macro, donc un animal très petit. Donc c'est une petite crevette qui est ici, sur son acide bleu. Derrière, on ne le voit pas, parce qu'en fait, j'ai pris en paysage, mais elle était plutôt... le haut, il est là, hein, sur cette photo-là. Mais là, sur le sol, il y avait une éponge encroûtante orange. Et je trouvais que en fait, le jaune de la crevette, le bleu de l'acidie et l'éponge encroûtante orange faisaient un rendu colorimétrique très, très intéressant. Donc j'ai changé mon angle de prise de vue pour mettre dans l'arrière-plan justement ce orange, qui je trouve marche très bien. Après j'ai essayé autre chose, en été, hein, tant qu'à faire, en profiter. C'est une espèce que je ne vois pas souvent, donc souvent je fais plusieurs clichés quand je ne connais pas l'espèce. Et là, je l'ai fait sur un fond noir. Donc les 3 photos ont été prises à 1 minute d'écart. Le fond noir, ça n'a pas été pris dans la nuit. C'est juste l'angle de prise de vue qui fait que, et les paramètres de prise de vue qui fait que la lumière n'a pas eu le temps de se refléter sur le fond et de revenir au capteur. Donc là, sur toutes les photos que vous voyez avec les fonds noirs, c'est le même principe. C'est un temps de pause qui est très court, un coup de flash, la lumière du flash, elle tape le sujet, elle revient. Par contre, elle n'a pas le temps d'aller jusqu'au fond. Et c'est pour ça qu'on a ce fond qui est noir. Donc on peut se rendre compte sur ces 3 photos d'exemple que l'arrière-plan a un impact important sur le rendu global de l'image. Ce qui concerne les règles des tiers, des diagonales, des symétries aussi, qui est moins utilisé quand même, ben là on a un perroquet à bosse. Donc souvent vous voyez, vous pouvez mettre un quadrillage sur votre appareil photo. Il est là pour vous aider justement à respecter ces règles de tiers. Donc 2 lignes horizontales, 2 lignes verticales.
le croisement de ces lignes, à chaque fois, ça représente des points forts de l'image sur lesquels vous allez avoir tendance à... Enfin, il faudrait avoir tendance à mettre justement un sujet ou l'habiller, parce que c'est sur ces points-là de l'image que notre œil va se porter en premier. Après, sachant qu'on est occidentaux et qu'on lit de gauche à droite, bah, on va avoir tendance à aller plutôt vers la droite dans notre sens de lecture, quoi. Donc ici, on a juste le respect des règles des tiers. C'est une espèce en mouvement, donc on laisse toujours un peu plus d'espace devant que derrière, puisqu'on marche vers l'avant, donc c'est plus sympa que... S'il avait été de ce côté-là, il aurait eu tendance à se cogner un peu contre le bord de la photo, donc ça marcherait beaucoup moins. Sur cette photo de crevette, vous avez ici une petite crevette sur la gorgone fouet. Donc on voit, hein, la crevette passe par un point de force de l'image. Et là, j'ai rajouté en fait l'intérêt d'une diagonale qui donne toujours une sensation de dynamisme et de mouvement. Donc on a un peu l'impression qu'elle descend. Pour finir, une photo, celle-là je suis désolé, vous allez encore la revoir. Bon, en même temps, j'aime bien. Ici, vous avez la baleine qui est en train de remonter à la surface, en fait, qui est placée sur le tiers supérieur. Celle du milieu, enfin celle du bas, pardon, qui n'est pas sur le tiers supérieur, sur une ligne de tiers, par contre, qui est sur un axe de symétrie. Et la symétrie se fait avec les rayons du soleil aussi, également. Donc là, on revient pareil sur l'intérêt de l'arrière-plan. Celle-là, sur un fond bleu uniforme, elle n'a pas le même impact. Voilà. Dernière petite chose, effectivement, j'ai parlé du sens de lecture. Ça, c'est une photo que vous pouvez voir là-bas au fond, derrière vous, là-bas. Ça, c'est telle qu'elle a été prise. On est sur une patate, le fond est là, le haut est là. Par contre, j'ai prise, elle a été jolie, mais il y a quelque chose qui me gênait. Donc je l'ai passé en vertical. Je trouvais que ça marchait déjà beaucoup mieux. On a une sensation ici avec ça qui part dans ce sens-là, les poissons qui viennent là, qui est pas mal. Par contre, je trouvais qu'elle marchait beaucoup mieux dans le sens de lecture traditionnel pour nous, donc de gauche à droite, puisqu'ici, en fait, on a le dynamisme des poissons. On a plus la sensation qu'ils viennent vers nous sur celle-ci que sur celle-ci. Quand on parle du sens de lecture, qui a une importance, truc tout bête, mais si vous voyez ici le bord de la patate, si je reviens en arrière, ici on a l'impression que la patate elle descend, et si je reviens là, la patate elle monte. Si vous faites un essai avec un escalier, vous faites la même, vous mettez l'escalier qui vient dans ce sens-là, vous avez une photo d'un escalier qui descend, vous la faites juste une symétrie pour la mettre dans l'autre sens, l'escalier va se retrouver dans ce sens-là, c'est un escalier qui monte. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte sur le ressenti final que vous voulez donner aussi à votre photo. Enfin, en l'occurrence, que moi je veux donner à mes photos. Dernière petite chose technique, après je promets, j'arrête, je vous parle de choses plus intéressantes. Allez-y, il n'y a pas de souci. Donc, deux grosses familles d'appareils photo, en sous-marin comme en terrestre, hein, les compacts et les réflexes. L'avantage du compact, il est petit, enfin le prix est vachement réduit. Il est plus petit, comme vous pouvez le voir ici, question d'un compact. Le mien, je ne voudrais pas le lever comme ça, hein, il prend un peu plus de place. Et la polyvalence, c'est-à-dire que là, on n'a qu'un objectif, hein, donc on peut faire de la macro, du grand angle, sur la même plongée, il n'y a pas de souci. L'avantage du réflexe, c'est l'accès aux réglages et la maîtrise des réglages, qui est très importante pour faire de la photo et avoir la photo qu'on veut, comme on veut. Moi aujourd'hui, vous savez, il y a plein de modes sur les appareils photo. Je me mets sur le mode M, c'est-à-dire que je choisis tous les paramètres de ma prise de vue. La vitesse, l'ouverture, etc. Donc ça, c'est plus facile à faire et à modifier en temps réel sur un réflexe que sur un compact, bien que maintenant certains compacts s'améliorent bien. Il y a la taille du capteur aussi qui est important. Un plein format par rapport à un petit format. Je vous ai menti, il y aura une autre chose technique derrière, je vais vous expliquer. Après, l'avantage aussi du réflexe, c'est qu'on va avoir des qualités optiques bien supérieures.
Donc on peut mettre des objectifs qui vont coûter très très cher, mais qui ont une vraie qualité optique et qui auront un vrai rendu final et une vraie importance sur les photos, notamment quand elles sont imprimées sur les formats les plus grands que vous pouvez voir ici, voire au-delà, quoi. Et puis la variété des optiques aussi qui est très importante. On va avoir des objectifs macro, des objectifs grand angle, des objectifs fisheye. Donc on va avoir accès à plus de choses différentes, toujours dans le but de faire ce qu'on veut, comme on veut, quoi. Et d'avoir un rendu final que l'on maîtrise et que l'on décide. Donc voilà, ça c'était la dernière, je crois. Je vous ai parlé des capteurs. Donc vous voyez, ça c'est la taille du capteur de mon appareil photo. Il me semble que sur le petit compact qu'on a là, on va être plutôt sur ce genre de capteur-là. D'accord ? Donc l'avantage d'un grand capteur, c'est que dans les basses lumières, en fait, comme il y a pour le même nombre de pixels, en fait, les pixels vont être plus gros, donc ils vont mieux capter la lumière, ce qui fait que on va avoir des capteurs qui vont mieux réagir dans les basses lumières. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous en photo sous-marine, c'est faire des photos après le coucher de soleil, donc dans les basses lumières. Donc on a vraiment un meilleur rendu et on peut mieux exploiter les photos en basse lumière avec un plein format qu'avec un petit capteur. On a une montée en ISO, donc moins de bruit, une meilleure montée en ISO, donc moins de bruit. Voilà, la profondeur de champ aussi qui joue un petit peu. Donc là, ça va être plus intéressant pour faire du portrait ou pas. Et dernier paramètre, c'est le coefficient multiplicateur qui est ici. En fait, plus le capteur est petit, plus ça va correspondre en fait à un morceau de mon capteur à moi, par exemple. Donc si je mets le même optique sur un capteur comme ça que sur un capteur comme ça, je vais voir plus de choses sur ce capteur-là que sur ce capteur-là. Donc sur de la photo grand angle, vous allez avoir un angle de vision qui va être plus important. Pour arriver à voir avec le même objectif sur un format comme ça qui est plus petit que sur un format comme ça, là je vais être obligé de faire un panoramique de plusieurs photos, alors que là je vais tout avoir en une seule photo. Voilà. Je vous présente vite fait mon matériel, puisque je vous l'ai amené, il est devant vous. Donc un Canon 5D Mark III, qui a un boîtier qui a une dizaine d'années, dans un caisson Aquatica en alliage. En macro, j'ai une configuration comme ça, c'est un 100 mm macro avec une lentille complémentaire qui vient se mettre devant. En grand angle, j'utilise ces deux objectifs, donc un 16-35 Canon ou un Sigma 15 mm fisheye, avec le dôme qui a là monté sur mon caisson. Donc là, je l'ai présenté en configuration grand angle. Et après, vous avez mes deux flashs Ikelite pour le complément de lumière, en fait. La partie la plus sympa, qu'est-ce qui se passe derrière la photo ? Donc cette photo-là, qui a été primée plusieurs fois, c'est une photo que j'ai prise à Moorea, sur une sortie baleine, où on est en PMT. Donc les baleines sont en train de dormir. Donc voilà, on a passé 3/4 d'heure, 1 heure avec les baleines. Donc vous les avez là, en train de se reposer face à face. Moi, je m'amusais à jouer avec les rayons, les placer différemment en fonction des baleines. Puis à un moment, en fait, cette baleine-là, je la vois bouger ses pectorales. Et j'avais remarqué qu'en fait, c'est comme ça qu'elle commençait à donner l'impulsion pour remonter et respirer. Du coup, en fait, en voyant ça, en fait, je me suis déplacé, tapé un petit sprint à la palme, pour arriver à faire ce cadrage-là. En fait, c'était une idée que j'avais eue dans la tête en la voyant faire et que j'ai réussi à faire. Donc j'en suis assez content. Voilà. C'est pas juste, je suis arrivé, ça aurait pu arriver, un coup de chance et c'est bien placé, mais voilà. On passe de là à là, il y a un vrai travail, une vraie réflexion en fait, et une vraie logique de photo derrière. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça c'est la photo telle qu'elle est brute sortie du capteur. Donc ces photos je les fais en RAW, elles ne sont pas compressées. Donc là, il n'y a pas d'intervention de l'appareil photo qui vient compresser la photo derrière. Les contrastes sont plats, etc. Donc c'est une photo, celle-là, vous ne pouvez pas la lire autrement que par un logiciel de retouche photo. C'est l'équivalent de la pellicule de l'époque. D'accord ? Et ça, c'est ce que j'ai, moi, quand je fais l'équivalent du développement d'une pellicule de l'époque. Donc à la base, je vais développer en noir et blanc, et la couleur bleu-grise, là, métallisée, qui donne un aspect un peu métallisé, bien froid, c'est un filtre numérique bleu que j'ai rajouté par-dessus pour avoir un rendu qui me plaisait tout simplement, quoi.
notre petite photo qui est juste là derrière. Donc, photo prise entre castos. 10 secondes avant, en fait, je suis à côté de ma binôme qui est juste derrière. Donc là, dans ce tourbillon, en fait, on se met à l'eau, il y a un énorme banc de carangues, et on descend dedans, et elles se mettent à tourner autour de nous, et on fait des photos. Mais en fait, on a toujours plutôt ce genre de photos-là, quoi. Pas très varié. À un moment donné, en fait, je suis à côté, je lève la tête, et je vois l'espèce de tuyau que ça fait, le tourbillon que ça fait au-dessus de nous. Et en fait, pareil, une fraction de seconde, je prends la décision de faire un truc pas très safe en plongée. C'est une remontée rapide sur 4-5 mètres pour pouvoir capturer cet instant qui était assez fugace, puisque au final, là j'ai pris la photo, j'ai voulu en refaire une deuxième, parce que quand je l'ai pris brute, elle est comme ça. Donc j'aurais bien aimé la refaire un peu plus claire d'entrée pour avoir moins de travail de retouche à faire derrière. Et en fait, une fraction de seconde après, on n'était pas que 2 dans l'eau, on était 4. Et j'ai des morceaux, la photo d'après, j'ai des morceaux de palme, de détendeur sur la photo. Et là, juste, c'était mort, quoi. Il n'y avait plus rien à faire. Hein, ma photo était fichue, quoi. Donc voilà, sur cette photo-là, j'ai essentiellement travaillé la luminance sur mes bleus pour l'éclaircir un peu, casser les bleus sur les couleurs grises des carangues et du requin. C'est sympa, il y avait les carangues qui tournaient autour de nous, et juste derrière les carangues, il y avait les requins qui tournaient aussi. C'est sympa. Vraiment un super souvenir, quoi. Notre photo que vous avez sur l'exposition, qui est juste là derrière, donc qui est ici, avec un beau poisson pêcheur magnifique. Comme ça, quand on regarde la première photo, on pourrait croire qu'on est en pleine eau, sur un boot ou je ne sais quoi. Et mon binôme, Luc, qui est là aussi ce soir, qui m'a pris en photo juste avant que je prenne la photo. En fait, ça c'est le pont d'une épave. Et pour pouvoir arriver à prendre la photo de ce poisson comme ça, j'étais en train de faire un gros câlin à l'épave, quoi. Et l'appareil photo était appuyé dessus pour arriver à vraiment avoir un angle comme ce que je voulais, puisqu'ici on voit le rayonnement, un léger rayonnement du soleil. Et je voulais avoir cet effet de contre-jour et l'éclairage avec le flash du poisson, quoi. La photo avant-après, là on voit qu'effectivement il y a eu beaucoup moins de travail de retouche. Juste, comme j'ai parlé tout à l'heure, hein, l'éclairage de certaines particules, ici, en bas, dans le bleu en fait. Mais une photo qui a été prise, une fois prise, elle était déjà quasiment comme je la souhaitais, quoi. Alors là, vous verrez la photo résultante à la fin. Une patate de corail qu'on a vue qui fait 40 mètres de haut, entre castos, et a été recouverte d'alevin. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance qu'il y avait. Super sympa. Et sur cette patate, il y avait pas mal de cavités, d'aspérités, etc. Donc on arrivait, les poissons s'écartaient, puis ils revenaient, etc. Et en fait, je me suis amusé, je suis rentré dans une cavité. Je trouvais ça sympa. Donc là, je suis dedans. Je prends ma photo, on distingue un peu le bleu. Et j'ai eu une idée qui me vient en tête, en fait, c'est de faire cette photo-là. Où j'ai... oups, pardon, j'ai spoilé la prochaine, merde. Donc là, j'ai un des membres de ma palanquée, en fait, je lui fais signe, je fais rentrer dans la cavité. Et voilà, je trouvais ça sympa, on a l'impression qu'il est mangé par la boule de poisson, donc il est juste dans la cavité où j'étais moi. J'aurais pu vous mettre la photo d'après, où les alevins, où les poissons ont pris confiance et l'ont complètement recouvert. Le problème, c'est qu'en fait, on voyait qu'un petit point jaune de son masque. On le voyait plus du tout. Donc, très sympa à montrer comme souvenir, mais pas de grand intérêt au niveau photo, quoi. Voilà. La dernière photo que je voulais vous présenter, c'est une photo que j'ai faite il y a moins d'1 mois. C'est l'épave de la Diepoise. Je sais qu'il y a des plongeurs parmi vous, vous avez dû plonger dessus. Je ne pense pas que vous l'ayez déjà vu comme ça, à l'œil nu. Donc là, j'ai passé une demi-heure pour pouvoir, même 3/4 d'heure pour pouvoir faire ce que je voulais. C'était une idée que j'avais en tête. On est arrivé, il y avait une belle visibilité. Et j'avais toujours rêvé de faire un panoramique sous l'eau.
Donc j'ai fait un panoramique de la Diepoise. J'en ai fait même 5 ou 6 pour en avoir un de correct, hein, puisque là je suis en pleine eau, je suis à un peu plus de 18 mètres de profondeur. Donc je me déplace en parallèle du bateau, l'appareil photo en mode portrait. Il ne faut pas changer la profondeur, il ne faut pas changer l'angle de l'appareil photo. Et il faut arriver à faire toute la longueur du bateau comme ça, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai laissé les parties noires, je ne les ai pas retouchées pour voir l'agencement des différentes photos. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait à la main. Il y a des trucs automatiques pour aider à assembler parce que autrement c'est un peu trop compliqué. Et là, du coup, j'ai le lot de photos ici en gris clair. C'est le lot de photos qui ont servi à faire ce panoramique. Donc voilà, merci à vous d'être venus. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec les côtés techniques. J'espère que les photos vous ont plu. Et puis voilà, je suis à vous si vous avez des questions.